Comprenez que dans une région où nous serons toujours une minorité, les alliances naturelles se feront avec d'autres minorités. C'est ce que déclarait le ministre israélien des Affaires étrangères en novembre 2024, peu avant la chute de la Syrie d'Assad et la recomposition de l'ordre des puissances au Moyen-Orient qu'on avait vu dans de précédentes vidéos. Cette stratégie des minorités ethniques et religieuses n'est pas une nouveauté et a déjà été utilisée auparavant, particulièrement par les Britanniques et les Français contre l'Empire ottoman, avec pour conclusion son éclatement en 1919. Depuis lors, les minorités religieuses et ethniques du Moyen-Orient, juifs, maronites, druzes, kurdes ou alaouites, reconnaissent de temps à autre leurs intérêts communs et ont tenté de s'unir dans leur opposition à la majorité sunnite. Aujourd'hui, le rapport de force se joue en Syrie, où les partisans de cette stratégie en Israël ont appelé à une alliance entre les minorités de la région pour faire front à l'influence turque. En Syrie, la situation politique est explosive. Les Alaouites ont déjà été victimes de premiers massacres, les affrontements entre miliciens druzes et la nouvelle autorité syrienne sont croissants, de même que la pression militaire israélienne avec des troupes toujours à quelques kilomètres de Damas et des frappes régulières qui se poursuivent comme un avertissement. Opportunisme israélien, déliquescence de l'État syrien, vous êtes sur Terra Bellum et aujourd'hui on va voir ensemble le plan d'Israël et la stratégie des minorités dans une Syrie où la guerre civile n'a jamais réellement pris fin. On ne peut pas comprendre les actions d'un pays sans prendre en compte sa géographie. Depuis sa création en 1948, Israël est confronté à une vulnérabilité fondamentale, son manque de profondeur stratégique. Avec une superficie de 22 145 km² et une largeur minimale de 15 km entre la ville de Netanya et la Cisjordanie, Israël offre peu de marge de manœuvre comparé à des pays comme l'Iran ou la Turquie. Une roquette lancée depuis Gaza peut atteindre Tel Aviv en moins de 90 secondes et un jet peut traverser le pays en 10 minutes. Ces contraintes géographiques sont exacerbées par la présence d'adversaires sur plusieurs fronts. Aujourd'hui, le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis dans le sud et une Syrie instable garnie de milices à moins de 50 km d'Haïfa. Pour compenser ce handicap, Israël utilise donc plusieurs leviers. Tout d'abord, le service militaire obligatoire pour les hommes et les femmes, dès 18 ans, pour une période de 2 à 3 ans qui permet ensuite de constituer une réserve d'environ 450 000 soldats. Par exemple, en octobre 2023, Israël a mobilisé plus de 300 000 réservistes en quelques jours. Le pays investit aussi 5 à 6% de son PIB dans le budget de la défense depuis le début des années 2000. Un graphe vaut mieux qu'un long discours, voilà le pourcentage de PIB investi dans la défense selon la Banque mondiale de 2000 à 2023, comparé ici avec la Russie en état de guerre, Israël qui est en guerre et les États-Unis et la France. Israël a aussi une doctrine qui consiste, pour simplifier rapidement, à frapper en premier, donc de manière préventive, comme les frappes sur les équipements et infrastructures de l'ancienne armée syrienne lors de la chute d'Assad, ou la reprise des hostilités avant la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Israël dispose aussi de services de renseignement parmi les plus performants au monde, notamment le Mossad pour le renseignement extérieur, le Shin Bet pour la sécurité intérieure et l'unité 8200 pour le cyber. Leur efficacité repose sur un contexte géopolitique tendu qui nécessite une vigilance constante des technologies avancées, des réseaux humains étendus et des opérations audacieuses comme l'assassinat ciblé de figures adverses. Et enfin, il y a l'alliance stratégique avec les États-Unis, qui fournissent 3,8 milliards de dollars d'aide militaire annuelle en moyenne, d'après les accords de 2016 à 2026, sans parler du partage de renseignements, etc. Tout cela découle de la géographie et est cohérent pour Israël, mais montre aussi ses limites face à des conflits asymétriques prolongés. Sans profondeur stratégique, Israël doit maintenir l'initiative pour éviter l'usure. Comme je le dis souvent en vidéo, Israël cherche toujours à frapper vite et fort avec les conséquences qui en découlent, bonnes ou mauvaises. Certains dirigeants israéliens plaident pour des alliances régionales dans une logique de déconflictualiser l'environnement proche d'Israël, initiative soutenue par les États-Unis comme lors des accords de Camp David avec l'Égypte, puis avec la Jordanie et les accords d'Abraham. Mais même cette normalisation des relations entre États ne résout pas la vulnérabilité géographique fondamentale du pays face à des voisins bien plus imposants, et c'est là qu'intervient la doctrine de la périphérie. Pour comprendre la doctrine de la périphérie, il faut remonter aux années 50 sous le premier ministre David Ben-Gourion. Cette doctrine était l'un des 4 piliers de la stratégie de sécurité initiale d'Israël, aux côtés de la formation d'alliances avec des grandes puissances comme la France, la Grande-Bretagne, la République fédérale allemande puis les États-Unis, la promotion de l'immigration juive pour renforcer le levier démographique et la création d'une dissuasion nucléaire. Dans les années 50, Israël a aussi formé des partenariats stratégiques avec des États non arabes de la région, tels que la Turquie, l'Iran et l'Éthiopie, afin de contrer le boycott diplomatique et économique arabe et de répondre à la montée du nationalisme arabe incarné par le président égyptien Nasser.
Cependant, cette doctrine s'est érodée à la fin des années 70, notamment après la révolution islamique en Iran, qui a conduit l'ayatollah Khomeini à rompre les liens avec Israël. La création du Hezbollah par l'Iran a aussi coïncidé avec l'invasion du Liban en 1982. Dans cette guerre, les milices chrétiennes des phalangistes pro-israéliens ont commis d'importantes exactions et tué des milliers de civils palestiniens. Le massacre de Sabra et Shatila a provoqué un tollé international avec une forte opposition en Israël et dans le monde entier, tandis que les documents diplomatiques américains déclassifiés en 2018 confirment que l'armée israélienne sur place a facilité le massacre. Des événements qui ont poussé Israël à reconsidérer son soutien dans la région, ou en tout cas de manière un peu plus subtile. En Turquie aussi, Israël n'a jamais été populaire et l'islam politique a explosé avec la création du Parti du bien-être par Erbakan en 1983. En 2001, un de ses anciens partisans, Erdogan, fonde le Parti de la justice et du développement qui arrivera au pouvoir et marquera la fin de l'âge d'or du partenariat israélo-turc que j'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo. Adossée à cette doctrine des périphéries, il y a la doctrine des minorités. Israël a continué à soutenir la minorité druze en Syrie et les Kurdes en Irak. Depuis 1956, le service militaire est obligatoire pour les hommes druzes de citoyenneté israélienne, ce qui les distingue des autres arabes israéliens. Ce privilège n'est pas anodin et s'est accompagné dans les années 70, après l'occupation du Golan syrien, d'un soutien à la création d'un État druze pour former une zone tampon avec la Syrie. Les Druzes syriens, qui résident dans des régions du plateau du Golan et de Jabal al-Druze, sont stratégiquement positionnés pour établir un rempart jusqu'à la frontière libanaise. Pendant ce temps, les contacts israélo-kurdes ont commencé au début des années 60, lorsque les Kurdes irakiens ont tenté de faire sécession de l'État irakien. Israël et son partenaire d'alors, l'Iran, avaient envoyé des instructeurs militaires dans le nord de l'Irak pour former des miliciens kurdes au combat et à la guérilla. Cette présence devenant même permanente à partir de 1965 contre l'État irakien. Après la chute de Saddam Hussein en 2003 et après que les Kurdes ont obtenu une large autonomie en Irak, les relations israélo-kurdes se sont considérablement approfondies. Des rapports indiquent que le Mossad a une présence significative au Kurdistan irakien. C'est pourquoi, dans les années 2000 et 2010, Israël a tout de même tenté de réactiver la doctrine de la périphérie, en établissant de nouveaux partenaires stratégiques. Cette stratégie inclut des alliances avec des pays, notamment l'Inde, la Grèce, le Soudan du Sud et l'Azerbaïdjan. L'Inde est devenue un partenaire majeur en matière de défense avec des ventes d'armes et des exercices conjoints. La Grèce et Chypre sont également pour Israël des alliés clés dans la Méditerranée orientale qui permettent à Israël de renforcer sa position face à la Turquie. Le Soudan du Sud offre également une présence stratégique en Afrique, tandis que l'Azerbaïdjan fournit un accès au Caucase et permet de surveiller l'Iran, qui est aussi composé d'une minorité azérie. En Asie centrale, Israël a renoué les liens avec des pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Kirghizstan, renforçant ainsi sa présence dans la région. Cette stratégie vise en fait à contourner les adversaires régionaux et à diversifier les alliances d'Israël, mais elle reste confrontée à des défis persistants. Des changements de dirigeants ou de nouvelles revendications politico-religieuses, comme cela a été le cas avec la Turquie et l'Iran par le passé. On en arrive à la carte syrienne. La chute d'Assad pose un nouveau défi à Israël. À l'adversaire iranien s'ajoute maintenant l'adversaire turc. Israël craint aujourd'hui que la nouvelle direction syrienne ne puisse faciliter la création d'entités hostiles qui menaceraient directement sa frontière nord. Que ce soit le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar ou encore Benjamin Netanyahou, tous ont souligné qu'Israël devait, je cite, tendre la main aux minorités syriennes, principalement les Druzes et les Kurdes. Une main intéressée bien entendu. Mais la relation entre Israël et les Kurdes syriens est complexe et n'a évolué que récemment. Sous la famille Assad, la centralisation du pouvoir et la rigidité du régime privilégiaient l'exclusion politique des Kurdes syriens, voire leur arabisation forcée, afin de consolider un État arabe syrien le long de la frontière turque et irakienne pour séparer les Kurdes syriens de leurs homologues dans ces deux pays. La Syrie a toujours souffert d'une faible légitimité géographique, héritée du mandat français, d'un manque d'unité et d'un emplacement qui la rend vulnérable aux ambitions voisines, et on a pu le voir avec la fin de la dynastie Assad. Avec la guerre civile, les Kurdes syriens ont acquis une autonomie politique et militaire. En 2024, après la chute d'Al-Assad, les Kurdes syriens ont exprimé un intérêt pour une alliance stratégique avec Israël, tandis que le ministre israélien des Affaires étrangères a souligné l'importance de soutenir les Kurdes considérés, je cite, comme des alliés naturels pour Israël. Cette alliance pourrait offrir à Israël une présence accrue dans le nord-est de la Syrie, tout en fournissant aux Kurdes un soutien face aux menaces turques et iraniennes. Cependant, tout est à relativiser. La Syrie est retombée dans la zone d'influence turque, qui cherchera à limiter l'influence israélienne sur les Kurdes.
Les Kurdes syriens sont tiraillés entre l'apaisement avec la nouvelle autorité syrienne et une alliance avec Israël qui pourrait être certes tentante mais pourrait aussi avoir des conséquences fatales. Car au même moment, le PKK a annoncé un cessez-le-feu historique en Turquie et le fondateur du parti a demandé la fin de la lutte armée. Nul doute que cela sera observé de près en Syrie et déterminera l'avenir du Kurdistan syrien. Israël affirme de son côté vouloir aussi protéger les Druzes des menaces potentielles du nouveau gouvernement syrien, bien que ce dernier n'ait pas manifesté officiellement d'hostilité envers eux. Des Druzes syriens ont même visité Israël pour la première fois en 50 ans, marquant une nouvelle étape dans les relations entre les deux parties. Certains voient dans l'aide israélienne une opportunité de protection face aux menaces potentielles du nouveau gouvernement syrien et une opportunité de former un véritable État druze. D'autres craignent de devenir des pions d'un jeu géopolitique bien plus large avec les conséquences désastreuses qui s'en suivraient, privilégiant donc davantage une autonomie avec le gouvernement syrien plutôt que de s'allier à une puissance étrangère et de faire sécession. Mais Israël veut aussi donner un petit coup de pouce et a ciblé les positions du gouvernement syrien dans les régions de Quneitra, Daraa et au sud de Damas, tout en encourageant les Druzes syriens à former un canton qui pourrait servir de première ligne de défense dans le sud de la Syrie. Les forces israéliennes, vous le savez, ont pénétré dans cette zone tampon occupant le sommet stratégique du mont Hermon, à moins de 18 km de Damas. Israël a 3 objectifs. Le sud de la Syrie a été une voie de passage importante pour les armes de l'Iran et du Hezbollah vers la Cisjordanie et s'assure de bloquer ces flux de ravitaillement. Aussi, la présence militaire israélienne en Syrie a pour objectif de forcer la main aux Druzes et leur donner l'occasion d'établir une fédération. Cette fédération druze renforcerait de fait aussi la légitimité de la fédération kurde dans le nord-est du pays. Cela favoriserait un éclatement de la Syrie qui pourrait alors inciter les Alaouites à la recherche de la protection israélienne et à s'orienter vers la création d'un État côtier. Enfin, son incursion dans le sud du pays vise à bloquer toute future demande syrienne de récupérer le plateau du Golan occupé. Israël aurait tout à fait la capacité d'imposer de nouvelles réalités en matière de sécurité et d'étendre la zone démilitarisée pour inclure tout le sud de la Syrie. Vous le voyez, la stratégie d'Israël est simple, empêcher la construction d'un bloc régional unifié contre lui, qu'il soit nationaliste, chiite, sunnite, iranien ou turc. En soutenant des projets séparatistes dans la région, Israël augmente la diversité des acteurs qui l'entourent, car plus la région devient homogène, plus Israël devient vulnérable. En créant des alliances avec des groupes minoritaires, Israël tente aussi de bloquer les efforts turcs visant à établir des groupes ou des activités dans le sud de la Syrie qui pourraient être utilisés comme monnaie d'échange dans des négociations. Sans oublier que la diversité des entités politico-religieuses, plutôt que de vastes États sunnites dans la région, contribue aussi à légitimer la présence d'Israël, la présence d'un État hébreu. Dans le même temps, vous le voyez venir, cette stratégie s'accorde avec la constitution d'une profondeur stratégique et la disparition de la Cisjordanie et de la bande de Gaza pour ne former qu'un État israélien homogène. Les récents accrochages entre milices druzes et autorités syriennes à Damas sont des signaux forts qui confortent d'autant plus Israël dans sa stratégie de faciliter une sécession druze ou à minima de former une zone tampon démilitarisée. Bien que le ministre israélien de la Défense ait parlé d'une présence temporaire dans la région, il est politiquement naïf de croire que l'armée israélienne abandonnerait le sommet du mont Hermon, hautement stratégique à court terme. Netanyahou le disant lui-même, nous sommes là pour l'éternité. J'espère que cette brève analyse de la situation et du point de vue, je le rappelle, d'Israël vous a été utile. Ce sera d'ailleurs intéressant de traiter la situation vis-à-vis des intérêts turcs ou des pays arabes. Soyez-en sûrs, je reviendrai sur la région prochainement. Comme tous les conflits et enjeux politiques, c'est un sujet sensible qui ne plaira pas nécessairement à YouTube. La vidéo sur l'Inde et le Pakistan a par exemple été limitée alors qu'on s'efforce de conserver une éthique et de tendre vers des analyses objectives. Cette chaîne dépend donc essentiellement de vous une fois que nos vidéos sont postées, que ce soit pour aller retrouver les anciens sujets que nous avons traités. Et comme nous ne sommes pas soutenus par le bouton magique des tendances YouTube, nous n'avons pas non plus de mécènes médiatiques pour nous soutenir, et c'est comme ça depuis 2018. Heureusement, il y a les gestes simples, aimez, dites-nous en commentaire comment vous voyez la situation évoluer en Syrie. Il y a aussi probablement des abonnés qui habitent dans la région, et ce serait très intéressant d'avoir votre point de vue. La géopolitique intéresse tout le monde aussi, donc n'oubliez pas de partager cette vidéo. C'est toujours bateau de dire ça, mais ça fait vraiment la différence, car l'algorithme YouTube change régulièrement, et ça soutient littéralement les dizaines d'heures de travail qu'on met derrière dans chaque vidéo. Le prochain numéro de la revue Terabellum d'ailleurs arrivera bientôt suite à un retard à cause de problèmes chez notre site hébergeur et j'en suis désolé, mais il sera bien là. Merci aux membres YouTube qui nous soutiennent financièrement, merci à tous pour votre fidélité, c'était Quentin pour Terabellum et à la prochaine.